commence par les carburants. Vous avez fait le plein récemment. Les prix de l'essence au niveau le plus haut aujourd'hui, depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. On va évidemment voir cela avec vous, Benoît Perrin, parce que l'impact de ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, ce navire français, le porte-avions Charles de Gaulle qui se dirige vers le détroit d'Ormuz, évidemment, est un événement majeur aujourd'hui. Mais évidemment, le plus important pour les Français, c'est le pouvoir d'achat. Écoutons ce que nous disent nos envoyés spéciaux Mathilde Ibanez et Alexandra Bischoff à Clamart, depuis une station des Hauts-de-Seine. Bonsoir à toutes les deux. Le ras-le-bol des automobilistes est de plus en plus grand, c'est cela, Mathilde? Bonsoir Laurence. En effet, le ras-le-bol des automobilistes ne cesse de grandir. Il faut savoir que la hausse, elle est particulièrement marquée et elle touche maintenant l'ensemble des carburants. Par exemple, pour le SP95 E10, c'est-à-dire l'essence le plus consommée par les Français, son prix moyen atteint aujourd'hui 2,038 € le litre. C'est ce qui représente une augmentation de 32%. C'est le niveau le plus élevé depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Le même constat également pour le SP95 qui voit ses prix flamber. Son prix moyen s'établit désormais à 2,123 € le litre, soit une augmentation de 30%. Mais le gasoil n'est pas épargné également par cette hausse. Son prix moyen ne cesse de monter. Il est à 2,227 € le litre, soit une augmentation de 50 centimes. Ici, en tout cas, les Français que nous avons rencontrés commencent à avoir un réel ras-le-bol avec ces prix exorbitants. Mais les principales concernées, ce sont les professionnels, les agriculteurs, mais également les pêcheurs et les transporteurs qui font face à ces coûts exorbitants, dont les coûts d'exploitation explosent en tout cas depuis plusieurs semaines. Merci beaucoup Mathilde Ibanez, Alexandra Bischoff depuis Clamart dans les Hauts-de-Seine. Benoît Perrin, une seule question. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que ça va redescendre? Réponse, personne n'en sait rien, tout dépendra du conflit, évidemment. Non, mais c'est vrai qu'on est effectivement tous tributés en fait de ce qui se passe au Proche-Orient. Il est évident qu'on a tous, enfin en tout cas d'un point de vue très, très global, on a tous intérêt à ce que le conflit s'arrête au plus vite, parce qu'on voit bien que l'inflation galope. On était habitué à des taux d'inflation d'à peu près 1% depuis quelques années. Là, on a vu qu'au mois de mars, on était à plus 1,7%. On a dépassé les 2% d'inflation au mois d'avril. Donc on voit bien que ce phénomène d'inflation qui était plutôt contenu en France depuis plusieurs mois est en train de reprendre. Le moteur, évidemment, le carburant de cette inflation, en quelque sorte, c'est naturellement l'énergie. Mais il faut rappeler qu'avec le carburant, on fait non seulement, du pétrole, on fait non seulement du carburant, on fait aussi du plastique, on fait aussi des produits cosmétiques. Vous voyez, le carburant, le pétrole, sert vraiment à un certain nombre de produits. Et la difficulté, c'est qu'on risque d'avoir évidemment une inflation sur l'ensemble des autres produits parce que les coûts de transport vont considérablement augmenter. Et donc, du coup, la crainte qu'on peut tous avoir, c'est une inflation généralisée, c'est-à-dire être aux alentours d'à peu près 4%. Et quand il y a de l'inflation, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, on consomme tous beaucoup moins. Et quand on consomme beaucoup moins, qu'est-ce qui se passe? La croissance est impactée, puisque le poids de la consommation représente à peu près 50% dans le calcul du PIB, de la croissance française. Donc vous voyez, malheureusement, ça a des vrais impacts sur la croissance française et sur le budget français. Et à l'horizon, on ne voit rien venir, même si le porte-avions Charles de Gaulle se dirige vers la zone. C'est pour ça que, évidemment, la circulation maritime va reprendre. On est d'accord? Non, on aimerait, mais effectivement, là on parle quand même d'à peu près 20% de la production du carburant qui est vraiment concerné par le détroit d'Ormuz. Donc il faudra vraiment attendre pour qu'effectivement les flux se détendent un peu. Puis comme vous le savez, le pétrole, on dit toujours la même chose, c'est-à-dire que les prix montent comme des fusées et redescendent comme des plumes, parce qu'il faut un certain temps avant qu'en fait le marché se stabilise. Jolie image. Gauthier Lebret, ça vous énerve? Oui, bien sûr. Il y a quoi être énervé, évidemment. Enfin, moi, c'est pas la question, c'est évidemment pour les Français, parce que nous sommes parisiens, donc en plus, on est évidemment dans une ville très bien fournie en transport en commun. Quand vous êtes en zone rurale, que vous êtes une infirmière libérale, que sais-je, vous avez besoin de votre voiture au quotidien pour déposer vos enfants à l'école, au sport, ça devient insupportable. Évidemment que c'est pas le Charles de Gaulle qui va changer quoi que ce soit. Et vous avez vu que Donald Trump a suspendu aujourd'hui son fameux couloir, soi-disant sécurisé, pour faire passer l'opération de la liberté. Voilà, pour faire passer les bateaux. Il en a fait passer 2, donc rien ne reprend évidemment de manière normale au niveau du détroit d'Ormuz. Donc c'est un jour sans fin. On se répète, mais effectivement chaque jour est un peu plus affreux que le précédent, puisque on atteint encore, vous l'avez dit, des records en ce qui concerne l'essence. Je parle même pas du diesel qui a flambé avant tout le reste. Et puis encore une fois,
ça a commencé à être dit par Alexandre Devecchio, on parle des carburants, on se concentre sur les carburants, mais il n'y a pas que ça. Il y a les engrais pour les agriculteurs, donc évidemment tout ce qui en découle. Les prix des produits de première nécessité flambent, les prix des produits alimentaires flambent également, donc c'est une augmentation généralisée. Et quand on entend qu'à la rentrée on pourrait se réveiller avec 4 points d'inflation, alors que évidemment on n'a aucune solution aujourd'hui avec un gouvernement qui est incapable d'en trouver puisqu'il n'y a plus 1 euro dans les caisses de l'État, donc ils font des aides hyper ciblées sur les fameux dits gros rouleurs, mais qui ne concernent pas évidemment la majeure partie des Français qui ont besoin de leur véhicule au quotidien. Et on ne peut pas se consoler en regardant ailleurs, parce que ailleurs tout le monde bloque les prix ou tout le monde baisse les taxes, peu importe l'étiquette politique du gouvernement en place. Sauf que nous, on a, d'ailleurs Sébastien Lecornu le reconnaît en privé, qu'il est dans l'incapacité de baisser les taxes parce qu'il est coincé, parce qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale et parce qu'il n'y a pas de volonté de baisser la dépense publique. Le Premier ministre qui a parlé de la baisse de la dépense publique, c'est François Bayrou en se faisant harakiri à la rentrée de septembre. Donc voilà, on est dans une impasse et on ne peut qu'attendre. Mais la question, c'est jusqu'à quand jusqu'à quand les Français vont rester résignés et à partir de quand on déclenche un mouvement type gilet jaune. Benoît Perrin, il y a beaucoup d'idées là qui sont brassées, baisse des taxes, plafonnement des prix. TIPP flottante, alors c'est une idée évidemment qui vient de la gauche, parce qu'on se rappelle, mon cher André, que c'est Lionel Jospin qui l'avait mise en place. Ça permettrait comme ça de réguler un tout petit peu les hausses et les baisses. Ça serait une solution ou pas? Alors ce serait une solution éventuellement, effectivement. Maintenant, je pense qu'il faut faire simple. Très simplement, il faut baisser les taxes. Enfin, je veux dire, la politique du chèque, les usines à gaz un peu techniques qu'on met en place, ça n'a absolument aucun intérêt et voire même aucune efficacité. Ça fait des coûts de gestion, ça fait des portes ouvertes à la fraude. Je vous parle de la fraude parce que pour l'aide au carburant, là, vous savez, pour les grands rouleurs, eh bien, il faut faire une déclaration sur l'honneur sur le site des impôts pour dire oui, je suis un grand rouleur, je fais plus de 15 km par jour pour aller à mon travail ou alors je fais plus de 8000 km. Bref, c'est déclaratif, donc c'est une porte ouverte à la fraude. Évidemment, mais par définition, c'est cela, donc personne va être en mesure de contrôler ça. Non, ce qui m'inquiète beaucoup plus dans cette histoire, c'est le fait qu'on montre du doigt l'entreprise Total. En leur disant qu'en gros, ce sont eux, en fait, les profiteurs de crise. Comme si vous allez reprocher à une entreprise qui vend des parapluies de faire de l'argent quand il pleut. Enfin, je veux dire, par définition, c'est pas eux qui ont déclenché la guerre. Il se trouve qu'il y a moins de pétrole qui circule, donc forcément, eh bien, le prix monte. C'est pas eux, et c'est pas entre guillemets à cause d'eux, que le prix du pétrole augmente considérablement. Et là, on voit tout un pan, me semble-t-il, malheureusement encore trop important de la classe politique, qui en fait demande au privé de faire des efforts, que le privé fait déjà des efforts, et en revanche ne demande aucun effort au public. À l'État. Je regardais juste un chiffre qui m'a amusé. Je regardais simplement l'effort de l'État vis-à-vis des particuliers et des entreprises, donc à peu près 380 millions. Et je le mettais en face des collectes de l'État sur le carburant, c'est-à-dire la TVA plus les assises. Donc c'est à peu près 45 milliards. Eh bien, donc l'effort, il est de même pas 1%. Vous voyez, c'est-à-dire que l'État rend 1%, moins de 1% de ce qu'il collecte auprès des Français sur le sujet du carburant. Donc vous voyez, l'État fait absolument aucun effort. Et puis Total, il faut rappeler, dernier point, qu'entre Total, l'argent qu'ils gagnent, parce que c'est une entreprise évidemment très profitable, ils le gagnent surtout au moment où ils exploitent le pétrole, donc dans les pays qui ont du pétrole. Pas de chance, en France, on a quelques idées, mais on n'a pas de pétrole. Et donc, du coup, il est taxé sur 2 activités principales, les raffineries sur lesquelles il perd de l'argent et la distribution sur laquelle il gagne un peu d'argent. Donc, rappelons que l'année dernière, Total a fait un résultat net en France de moins 300 millions. Donc en fait, Total n'a même pas perdu, n'a même pas payé d'impôts sur les sociétés l'année dernière parce que les activités françaises ne lui sont pas profitables. André Valigny. J'ai une question pour M. Perrin. On entend ici ou là que tous les pays européens autour de nous ont baissé les taxes. Est-ce que c'est vrai ? Alors c'est vrai quand on regarde effectivement quand on regarde l'Italie, quand on regarde l'Autriche, quand on regarde l'Espagne socialiste, quand on regarde l'Allemagne qui voulait pas le faire, qui finalement l'a fait il y a quelques semaines. C'est soit la taxe sur l'essence qui est baissée, soit la TVA, soit les deux. Donc il suffit de regarder à l'étranger pour s'apercevoir qu'en fait, ils ne rentrent pas dans des usines à gaz pas possible comme on a la malheureuse habitude de faire en France. Ils font des choses simples, on baisse les taxes. Massive et simple. Et quand on baisse les taxes sur le carburant, il faut rappeler que ce sont surtout les familles modestes qui en bénéficient parce que c'est elles qui en fait prennent leur voiture pour justement aller travailler, pour aller se faire soigner, pour aller accompagner leurs enfants à l'école. Donc baisser les taxes, c'est la solution la plus simple et la plus efficace pour alléger une confirmation à l'instant de Bercy, la consommation de carburant en forte baisse en avril en France. Évidemment, les Français prennent plus leur voiture. Alexandre Devecchio, dernier mot. Les taxes sont beaucoup moins fortes qu'en France à la base. Oui. Où quand même l'État prend énormément. Non, moi je pense qu'on est en retard
sur cette crise. Il aurait fallu commencer par la TIPP flottante, ensuite baisser les taxes. Et quand on sera vraiment dans une crise très grave, ce qui est possible avec des pénuries, là, on sera encore dans une autre dimension avec une crise de la gravité de la crise du Covid. Mais en tout cas, l'État est en retard. Et moi, je pense que l'État perd de l'argent dans cette histoire parce qu'effectivement, si les gens ne peuvent plus se déplacer ou que le budget de l'essence pèse trop sur leur budget, c'est toute l'activité économique qui est impactée. Donc, c'est un raisonnement à courte vue qu'a eu l'État là, de ne pas vouloir baisser les taxes. Benoît Perrin, dernier mot. Et le pire pour le gouvernement, c'est qu'en fait, quand il y a beaucoup d'inflation, comme il y a beaucoup de prestations sociales, notamment des minima sociaux qui sont indexés sur l'inflation, quand vous avez beaucoup d'inflation, c'est encore davantage de dépenses publiques pour l'État et moins de recettes parce qu'on l'a dit, les gens consomment moins. Simplement pour le mois d'avril, quand on regarde effectivement les recettes de l'État uniquement sur le carburant, l'État perd de l'argent. Alors qu'il en gagnait en mars. Pourquoi il en gagnait en mars ? Parce que c'était le début de la crise et en fait les Français ont bien compris que les prix allaient augmenter. Donc du coup ils se sont tous rués justement pour faire des pleins tout au long du mois d'avril. Et là, comme ils ont compris qu'en fait la situation malheureusement n'est pas prête de s'arranger, eh bien ils ont changé leur mode de consommation très concrètement. Ils consomment moins ou ils font plus de covoiturage, de télétravail ou que sais-je. Sur le mois de mars, 230 millions d'euros de plus. Puisque évidemment les prix des carburants augmentent, donc la part de taxes augmente également. Et vous avez Sébastien Lecornu qui a parlé de 130 millions devant le Sénat. Il a juste oublié 100 millions. Elle a dit de plus. C'était 230. Oui, mais enfin c'est quand même un symbole. C'est-à-dire que on a dit pendant longtemps le gouvernement disait l'État n'est pas profiteur de guerre. Puis ils ont dû bien reconnaître qu'ils avaient pris 230 millions en plus pour à la fin que Sébastien Lecornu dise écoutez, on va injecter ces 230 millions dans les aides qui vont être données aux gros rouleurs, etc. Et donc ça ne restera pas dans les caisses de l'État. Peut-être la semaine prochaine puisqu'ils vont nous annoncer un nouveau processus, un nouveau volet d'aide, je ne sais pas. Mais là encore, c'est une folie. Rapidement, Alexandre. C'est vraiment l'État redistributeur, c'est-à-dire qu'il valait mieux baisser les taxes que redistribuer et mal redistribuer, c'est un coût de redistribuer. Beaucoup n'en profitent pas parce que c'est une paperasse kafkaïenne. Enfin, moi, je ne sais pas, les gens ne vont pas envoyer, la plupart des gens, leur facture de la pompe à essence à Bercy. Donc c'est un système absurde, totalement bureaucratique et totalement inefficace économiquement. Petite pause, on remercie Benoît Perrin de Contribuables Associés. On va se retrouver, on va continuer à évaluer les dégâts après cette free party qui s'est déroulée à Bourges. Mon cher Gauthier, vous avez même découvert ce matin dans votre émission des faits de maltraitance sur animal. Mais j'espère que les animalistes vont prendre la parole puisqu'on est allé interroger un agriculteur. Ils ont drogué sa chèvre. Ils ont drogué sa chèvre et ils sont venus déféquer sur sa propriété devant, alors c'est absolument pas drôle, devant ses enfants mineurs. Ils se sont mis tout nus et ils ont fait leurs besoins sur sa propriété. Voilà ce qui s'est passé avec tous ceux qui défendent ce qui s'est passé lors de cette fête qui était sur un terrain militaire sur lequel on a retrouvé des obus alors qu'il y a eu 6 gendarmes blessés, boules de pétanque, cocktail Molotov, voiture bélier. Juste après la pub, on fait tout ça. Ok, merci. C'est tellement énervant. À tout de suite dans